il y a les journées de l'histoire à Blois, les rendez-vous de l'histoire de Blois qui ont eu lieu du 9 au 12 octobre 2014. Et le thème, c'était les rebelles. Les rebelles. Et la conférence inaugurale devait être prononcée par Marcel Gauchet. Scandale, des scandales, il n'était pas qualifié pour parler des rebelles, alors qu'un certain nombre de chercheurs du CNRS payés par l'État étaient eux qualifiés pour définir ce qu'est un rebelle. Et donc il y a eu tout un débat, toute une contestation, ce qui a permis à Marcel Gauchet de dire l'anticonformisme est devenu la norme, ce qui est vrai, et les rebelles autoproclamés qui ne me trouvent pas assez rebelles sont simplement l'avant-garde du troupeau général. On parle d'art breton, d'art hellénique, d'art égyptien, que sais-je. L'art est-il nécessairement enraciné? Bien sûr, bien sûr. L'art est en rapport avec son époque, bien sûr, mais aussi avec le lieu et le peuple qui l'a fait naître. Donc l'art déraciné, ça n'existe pas, ou c'est ce qu'on appelle l'art contemporain, qui n'a jamais qu'un siècle et qui ne laissera aucune trace durable. Le pouvoir est tenu par le politiquement correct, et que malgré tout, les artistes ont toujours servi le pouvoir, parce que c'est le pouvoir qui leur permet finalement de s'exprimer en leur donnant des lieux pour accueillir leurs œuvres et aussi de l'argent pour les financer. Donc il y a une grande dépendance finalement du pouvoir culturel vis-à-vis du pouvoir financier, que ce pouvoir financier soit le pouvoir des oligarques d'entreprise ou le pouvoir d'État ou des collectivités territoriales. Aujourd'hui, nous avons posé le problème de la bataille culturelle, qui est, nous semble-t-il, une bataille essentielle en termes de valeurs et à terme en termes politiques. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est que les gens qui ont pu se rencontrer, les gens qui regarderont ce que nous avons fait, eh bien, finalement, se parlent et poussent plus loin que nous ne l'avons fait le travail de réflexion et le travail d'action. C'est un point de départ, c'est pas un point d'arrivée. Je crois que le combat culturel n'est pas du tout perdu. Napoléon disait que pour gagner une bataille, il faut couper les lignes de communication ennemies. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de réaliser, puisque les adversaires n'ont pas d'arguments idéologiques à nous opposer. À mon sens, la bataille culturelle n'est donc pas perdue, elle est même en passe d'être remportée. Vous êtes éditorialiste au Boulevard Voltaire. Quelle est l'implication de Boulevard Voltaire dans le combat culturel et intellectuel? Boulevard Voltaire est une des meilleures armes pour ce qui concerne le combat culturel et intellectuel, car il offre rapidement une promotion pour des tribunes efficaces, 3000 caractères, un sujet d'actualité, et on peut prendre parfois de la hauteur sur ces sujets. Je crois que Boulevard Voltaire est très lu, très fréquenté comme site, et il me semble que c'est une arme de réinformation massive. Rencontré donc 3 jeunes sur cette table ronde, 3 groupes de jeunes plus exactement. Les Paris Fierté qui est venu évoquer donc ces marches de réenracinement, puis donc les Antigones qui sont venus parler de leur mouvement et notamment le principe du Caire, puis sur lequel elles travaillent actuellement. Comme elles l'ont évoqué, c'était une mission qui était qui est développée actuellement donc dans les pays anglophones et qui arrive donc en France par la vocation de Martine Aubry. Donc ça, elle retravaille sur ce domaine-là. Et puis également donc les Gavroches qui sont plus issus finalement du mouvement identitaire, donc issus de la manifestation pour tous. L'art moderne est-il toujours laid? Disons souvent inutile, oui, souvent inutile, je trouve très dispensieux de notre argent public notamment, et surtout avec une coterie, du copinage. Et oui, je ne sais pas ce qui va rester de cet art contemporain, de ces fameuses installations, tout ce qu'on peut voir d'assez... Oui, je trouve l'art contemporain assez laid en général. Bien, merci.
On oppose souvent l'art de droite, classique et esthétique, à l'art de gauche, révolutionnaire et décadent. Est-ce que c'est vraiment ainsi? C'est pas tous les jours, pas tout le temps vrai. Il me semble qu'un peintre comme Georges Mathieu était un peintre qui affichait clairement ses idées monarchistes, et pourtant il avait une peinture qui était assez, comment dire, assez osée, assez avant-gardiste pour son époque, et pourtant c'était un homme complètement monarchiste, inscrit dans la tradition, ce qui n'empêchait pas d'avoir un parcours assez atypique. Donc, c'est pas tout le temps vrai, mais je pense que chez les artistes, disons, entre guillemets, de droite, il y a peut-être plus de sincérité. La gauche a tendance à proposer beaucoup de discours, à faire de la provocation, de la surenchère. On se demande jusqu'où ça va aller, et donc on tombe vraiment dans le néant. Voilà. Je pense que j'opposerais entre quelque part une tradition et quelque part une sorte de pseudo-progressisme qui va jusqu'au nihilisme. Alors, quelques mots pour conclure cette journée de réinformation sur la bataille culturelle. C'est la 7e. On a consacré des journées au thème de la réinformation, du gramscisme technologique, de la novlangue, des blogs dans la guerre médiatique, du grand bond offensif face à la tyrannie médiatique et à la désinformation publicitaire. Aujourd'hui, à la guerre culturelle, l'objectif de ces journées, c'est d'apporter un certain nombre d'éléments au débat. C'est aussi de poser des questions, de mettre des questions sur le devant de la scène et de laisser ensuite les idées infuser, les idées se diffuser. Par exemple, vous voyez, nous avons filmé les travaux. Ils se retrouveront ensuite sur Internet via TV Liberté, dont je vous recommande de suivre, bien entendu. TV Liberté, c'est une télévision indépendante qui s'est créée en partie parce qu'il y a quelques années, on a posé ce type de débat. L'offensive, c'est à chacun de la mener. Mais je crois que la situation est radicalement différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a quelques années. Parce que, en matière historique, il y a des cycles. Et je crois qu'il y a toute une série de cycles historiques qui sont en train de basculer. Toute une série d'évolutions qui sont en train d'arriver à un terme, alors qu'un autre mouvement démarre, même si on est encore en train de le deviner et qu'on ne le voit évidemment pas dans toute sa plénitude. Des cycles qui sont en train de changer, il y en a une dizaine. Je ne vais pas tous les citer parce que c'est un autre sujet. Je citerai 4 cycles qui sont en train d'arriver à un point de basculement. Le premier cycle, c'est le cycle politique. Nous vivons depuis 40 ans dans un cycle politique de petites alternances entre deux formations politiques et de plus en plus identiques. Ce cycle politique-là, il est en train de s'achever. On est en train de voir son agonie. C'est le premier cycle qui suivra, je ne sais pas. Parce que c'est toujours l'histoire, comme disait Dominique Vénère, est le lieu de l'inattendu, et on peut voir ce qui s'achève, on ne voit pas forcément ce qui va survenir. Le deuxième cycle, qui est en effondrement, c'est le cycle culturel de mai 68. Le cycle culturel de mai 68, il a tout ravagé pendant 40 ans. C'est les 40 années qui ont défait la France, selon le livre de Zemmour. Ce cycle, il s'est terminé en 2013 par les puissants mouvements de rue dont on a parlé et qui engendrent toute une série de choses. Parce que quand il y a des centaines de milliers de personnes dans la rue, il y a des milliers de personnes qui se conscientisent et qui agissent derrière. C'est les minorités qui agiront dans les 30 années qui viennent. Ce seront les enfants de 2013, comme les gens qui nous ont gouvernés depuis 40 ans sont les enfants de 68. Et puis il y a un cycle aussi qui est en train d'arriver à son terme. C'est le cycle qu'on appelle de l'art dit contemporain. Alors ça, c'est formidable, parce que l'art dit contemporain, il a 100 ans ou 110 ans. Alors il ne s'appelait peut-être pas tout à fait art contemporain au début, on parlait d'avant-garde, mais globalement, ça fait 100 ans, 110 ans. Et il était puissamment établi, et il est aujourd'hui contesté. Il a été brillamment contesté
par Aude de Kéros, dans sa dénonciation de l'art financier notamment, et il est contesté par des performances ou des attentats culturels qui sont peut-être douteux, qui ont peut-être des causes diverses, mais qui montrent qu'on est là aussi dans un point de basculement et qu'il y a de plus en plus de gens qui disent que le roi est nu et qui ne se croient pas obligés d'applaudir des choses qu'ils ne comprennent pas, d'ailleurs pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. L'autre cycle, qui arrive aussi à son terme, ou qui commence à être mis en cause, je pense que c'est encore plus profond. C'est un cycle philosophique, c'est sans doute le cycle des Lumières. Les Lumières commencent à être un peu épuisées. Et par conséquent, là aussi, il va y avoir des choses nouvelles qui peuvent apparaître. La modernité aussi est interrogée. Il y a une critique en profondeur du mode de vie actuel. J'étais très surpris jeudi soir en sortant d'un restaurant à Versailles de voir 80 personnes assises ou debout sous la pluie, écouter des veilleurs, c'est une autre forme qui est assez intéressante, critiquer la société marchande et le capitalisme mondialisé. C'est la révolution conservatrice en marche, à Versailles, en marche. Ils ne bougeaient pas, mais enfin, c'est ça l'esprit. Voilà. Et donc, je crois qu'il y a des bouleversements importants qui sont en train de se produire, et que chacun, là où il est, là où il agit, là où il vit, doit être dans une position offensive. Offensive, c'est-à-dire on n'admet plus la domination des autres et on essaye de porter haut ses idées, ses convictions, son mode de pensée et d'agir.